Je suis opératrice du 17, et un appel que j'ai traité a bouleversé toute ma vie. Mon doigt plane au-dessus du bouton silence, incapable de bouger. Je ne peux plus rien bouger. Mon corps tout entier a cessé de fonctionner, comme si quelqu'un m'avait débranché. La voix qui s'échappe de mon casque est la même que celle qui m'a dit qu'il m'aimait avant que je parte au travail ce soir. La même voix qui rit devant des vidéos stupides sur son portable pendant que nous dînons. La même voix qui, à présent, hurle sur Anaël de lui passer le téléphone. J'entends Anaël pleurer, le suppliant de ne pas lui faire de mal. Sa voix s'éloigne, puis j'entends quelqu'un s'emparer du téléphone. La respiration de mon mari emplit mon oreille. Rapide et rageuse. Il exige de savoir à qui elle a parlé du coffre-fort. Sa voix est différente de tout ce que j'ai jamais entendu, pleine de colère et de panique, mais c'est bien lui. Je reconnaîtrais cette voix n'importe où. Il n'a aucune idée qu'il me parle. Il pense que je suis juste une opératrice du 17 choisie au hasard. Mes mains se mettent à trembler si fort que je manque de lâcher mon casque. Mais je me force à respirer et à me souvenir de ma formation. Je dois le garder calme. Je dois sauver ces personnes. Je rends ma voix ferme et professionnelle, bien que mes entrailles se tordent en nœuds. Et je lui dis que la police est en route et que sa meilleure option est de laisser les otages indemnes et de sortir du bâtiment. Ma voix semble étrange à mes propres oreilles, trop calme, comme si je lisais un script, et je prie pour qu'il ne la reconnaisse pas de la même manière que j'ai reconnu la sienne. Il y a une pause et je retiens mon souffle. Puis il jure. Une série de mots que je ne l'ai jamais entendu utiliser. J'entends des coups et le son de verre qui se brise. Il jette des objets, fracasse des vitrines. Anaël pleure en arrière-plan et je peux l'entendre essayer d'étouffer le son. Plus de coups, plus de verres brisés. Je réalise qu'il est acculé maintenant. La police arrive et il n'a nulle part où aller. Ce n'est plus juste un cambriolage. C'est une situation avec prise d'otage. Mon mari tient des innocents en joue. L'homme qui m'embrasse pour me dire au revoir chaque matin menace la vie d'inconnu. Ma superviseure, Mireia, apparaît à mon poste et demande une mise à jour sur le braquage de la rue de la République. Je dois la regarder et agir normalement alors que mon monde entier s'effondre. Je lui dis que le suspect a découvert l'employé caché et qu'il est maintenant en communication directe. J'informe qu'il est agité et a endommagé d'autres biens. Ma voix ne tremble pas, je ne sais pas comment, mais elle ne tremble pas. Mireia hoche la tête et prend des notes sur sa tablette. Elle me dit, « Bon travail, vous le gardez bien en ligne », et je veux lui crier que c'est mon mari. Je veux le dire à quelqu'un, à n'importe qui. Mais les mots ne sortent pas. Au téléphone, j'entends des sirènes au loin. Elles se rapprochent. Mon mari les entend aussi et sa respiration s'accélère. Il commence à crier aux otages de se mettre à terre. Sa voix est aiguë et pleine de panique. Maintenant, j'entends des gens sangloter. Quelqu'un le supplie de ne pas tirer. Puis j'entends un clic métallique qui me noue l'estomac. Il vérifie l'arme, s'assure qu'elle est chargée, s'assure qu'elle est prête. J'écoute mon mari se préparer à une action dangereuse envers des gens et je n'ai toujours rien dit à personne sur son identité. La régulatrice qui coordonne l'intervention se penche et demande si j'ai des informations d'identification sur le suspect. Je regarde l'écran de mon ordinateur. Je pourrais en finir maintenant. Je pourrais dire son nom, l'adresse, le type de camionnette qu'il conduit, tout. Mais si je le dis à voix haute, alors c'est réel. Si je dis que mon mari est en train de braquer une bijouterie, alors ma vie est finie, mon mariage est fini. Tout ce que je croyais savoir est un mensonge. Les mots restent coincés dans ma gorge comme s'ils y étaient collés. Je secoue la tête en direction de la régulatrice et elle retourne à son poste. Mon mari revient au téléphone et exige de savoir exactement quand la police arrivera. Sa voix est tendue comme un élastique sur le point de rompre. Je vérifie le temps de réponse et je lui dis environ 2 minutes. Il jure à nouveau. Il dit qu'il a besoin de plus de temps. Je l'entends crier à quelqu'un de se dépêcher. Du métal qui racle. Des clés qui tintent. Il essaie d'ouvrir le coffre-fort. Il n'a pas l'intention de se rendre.
Il va essayer de terminer le braquage même avec la police à l'extérieur. Mireia se penche par-dessus mon épaule pour écouter l'appel. Elle est si proche que je peux sentir son café. Je me sens exposée, comme si elle pouvait voir à travers moi, comme si elle savait d'une manière ou d'une autre que c'est mon mari. Elle prend un bloc-notes et commence à écrire. Elle documente ses schémas de parole, son niveau d'agitation, la façon dont il respire. Chaque détail qu'elle note concerne l'homme que j'ai épousé, l'homme avec qui je partage mon lit, l'homme dont j'ai lavé les vêtements ce matin. Elle écrit qu'il est très instable et susceptible de faire dégénérer la situation. Elle écrit qu'il pourrait blesser les otages. Je reste assise là, figée, pendant qu'elle décrit mon mari comme s'il n'était qu'un criminel parmi d'autres. Au téléphone, j'entends les premières voitures de patrouille s'arrêter devant la bijouterie. Des pneus sur l'asphalte, des portières de voitures qui claquent. Des conversations radio. La respiration de mon mari devient rapide et superficielle. Il panique. Il crie à quelqu'un de se dépêcher d'ouvrir le coffre-fort. Sa voix se brise. J'entends du métal racler plus fort maintenant. Quelqu'un pleure. Le son est constant et déchirant. La voix d'une femme ne cesse de répéter, s'il vous plaît, encore et encore. La situation est à quelques secondes de très mal tourner. Des gens pourraient être blessés. Mon mari pourrait leur faire du mal, ou la police pourrait lui faire du mal. Je suis la seule personne dans cette pièce qui connaît la véritable identité du suspect. Je suis la seule qui pourrait leur parler de son problème de jeu, des factures que j'ai trouvées cachées dans sa camionnette le mois dernier, de son comportement étrange depuis des semaines. Des informations qui pourraient les aider à négocier avec lui, mais je n'arrive pas à prononcer les mots. Je reste juste assise ici, mon doigt toujours sur le bouton silence, écoutant ma vie s'effondrer en temps réel. Sa voix revient au téléphone, et elle est différente maintenant, plus dure et désespérée. Il me dit d'écouter attentivement et de retransmettre exactement ce qu'il dit à quiconque est en charge. Il dit que si la police ne recule pas maintenant, il va commencer à s'en prendre aux gens un par un, en commençant par la fille qui se cachait. Sa voix se brise sur le dernier mot et j'entends Anaël sangloter en arrière-plan. Mes mains serrent le bord de mon bureau si fort que mes jointures blanchissent, mais ma voix reste stable quand je parle. Je lui dis que j'écoute et que je transmettrai son message. Il dit qu'il veut que toutes les unités reculent d'au moins 2 pâtés de maison et il a besoin de les voir partir. J'écris cela sur mon bloc-notes, même si je n'oublierai jamais un seul mot. Il dit que s'il voit le moindre mouvement vers le bâtiment, il blessera un otage. La façon dont il le dit semble apprise par cœur, comme s'il avait répété ces lignes. Je fais frénétiquement signe à Mireia et elle se précipite à mon poste. Je griffonne les demandes sur mon bloc et le lui glisse tout en gardant ma voix calme au téléphone. Je lui dis que je retransmets le message maintenant et je lui demande de bien vouloir rester calme. Mireia lit la note et son visage pâlit. Elle prend la radio et commence à parler rapidement aux officiers sur les lieux. Je l'entends leur dire d'établir un large périmètre et de retirer les unités de patrouille. Elle utilise tous les bons mots, suivant le protocole pour une situation de forcené retranché avec otage. Mon mari respire toujours bruyamment dans mon oreille. Il demande s'il recule déjà et je lui dis, oui, il recule maintenant. Tout le monde suit vos instructions. Mireia revient et écrit sur mon bloc que la BRI a été activée et est en route. Elle demande si je peux le garder au téléphone pendant au moins 20 minutes. Je hoche la tête et prends une profonde inspiration tremblante. Je demande à mon mari de quoi d'autre il a besoin pour résoudre cette situation en toute sécurité. Les mots ont un goût étrange dans ma bouche parce que j'utilise la formulation exacte de notre manuel de négociation d'otages avec l'homme qui partage mon lit. Il dit qu'il a besoin d'une voiture, quelque chose de rapide, et qu'il a besoin que la police lui garantisse un passage sur hors de la ville. J'écris cela aussi, même si cela ressemble à un film de braquage. Il n'a pas de véritable plan, juste des exigences qu'il a probablement vues dans une série policière. Je lui dis que je m'efforce d'obtenir ce dont il a besoin et je lui demande de me parler des gens qui sont à l'intérieur avec lui. Il dit qu'il reste 3 employés et qu'ils sont tous assis par terre où il peut les voir. Je demande si quelqu'un est blessé et a besoin de soins médicaux. Il y a une pause,
puis il dit qu'un des clients qu'il a laissé partir plus tôt aurait peut-être eu besoin de points de suture, mais que tous ceux qui sont encore à l'intérieur vont bien. Mon estomac se tord parce qu'il parle de blesser quelqu'un comme si ce n'était rien. Je lui demande comment il se sent maintenant et ce qui lui passe par la tête. C'est tout droit sorti du manuel de désescalade, mais c'est écœurant de l'utiliser avec lui. Pourtant, il répond vraiment. Il dit que ça ne devait pas se passer comme ça. Quelqu'un a dû déclencher une alarme silencieuse avant même qu'il n'ouvre le coffre-fort. Il a l'air frustré et en colère. Je réalise qu'il a planifié cela avec soin. Probablement pendant des semaines, peut-être des mois. Pendant que je lui préparais son déjeuner et que je lavais ses vêtements, il planifiait un vol à main armée. L'homme que je croyais connaître n'existe pas. Il a toujours été quelqu'un d'autre, quelqu'un capable de menacer la vie de gens pour de l'argent. Victoire apparaît à mon poste avec 2 tasses de café. Elle en pose une à côté de moi et immédiatement ses yeux se plissent. Elle mime les mots avec ses lèvres, « ça va », et je secoue légèrement la tête. Je ne peux pas lui parler car je suis en plein appel, mais mon visage doit montrer quelque chose car elle a l'air vraiment inquiète. Elle reste à proximité, rôdant près de mon bureau, et je suis reconnaissante qu'elle soit là, même si je ne peux rien expliquer. La voix de mon mari change et j'entends l'altération immédiatement. Il commence à comprendre que la police ne va pas simplement lui donner une voiture et le laisser partir. Il dit qu'ils lui mentent, qu'ils ne font que gagner du temps, et sa voix devient plus aiguë et tendue. Il dit que s'il ne lui donne pas ce qu'il veut dans les 10 prochaines minutes, il va blesser quelqu'un pour prouver qu'il est sérieux. Je l'entends bouger, ses pas lourds sur le sol. Une des employées se met à pleurer plus fort et il lui hurle de se taire. J'écoute l'homme que j'aime menacer de commettre un acte grave et je dois garder ma voix professionnelle et calme. Je fais un signe de la main à Mireia en tapant sur mon cœur puis en faisant un mouvement de spirale vers le bas avec mon doigt. C'est notre signal pour l'état mental du suspect se détériorant. Elle le voit et hoche la tête, prenant des notes sur sa tablette. Je ne veux pas qu'il m'entende parler de lui, alors j'utilise les signaux manuels que nous avons pratiqués en formation. Je garde ma voix douce et lui demande de prendre une profonde inspiration avec moi. Je lui dis que je sais qu'il a peur et qu'il se sent acculé, mais que nous pouvons résoudre ça. Il rit, et son rire est amer et brisé. Mireia se penche et écrit sur mon bloc que le négociateur principal en prise d'otage a été appelé et devrait arriver dans 15 minutes. Elle écrit que je dois le maintenir stable jusqu'à son arrivée. Je demande alors à mon mari si quelqu'un a besoin de soins médicaux, si tout le monde à l'intérieur va bien. Il dit, oui, tout le monde va bien, sauf le type qui a une coupure à la tête d'avant. Tout mon corps se raidit parce qu'il mentionne nonchalamment avoir agressé quelqu'un. Il a blessé un client et il en parle comme si de rien n'était. Je dois digérer que mon mari est capable de violence alors que j'essaie activement de sauver la vie de ses victimes. Je lui demande de m'en dire plus sur ce qui a conduit à cette situation. Il commence à parler de problèmes d'argent, de dettes, et de l'impression de se noyer. Il dit qu'il ne savait plus quoi faire d'autre, qu'il se sentait piégé, sans issue. J'écoute des difficultés qu'il ne m'a jamais mentionnées durant toutes nos années ensemble. Nous partagions un lit chaque nuit et il ne m'a jamais dit qu'il avait des problèmes. Je réalise que tout notre mariage n'était qu'un mensonge par omission de sa part, cachant toute cette vie parallèle de moi. Un homme en costume arrive au bureau de Mireia et elle l'amène au poste à côté du mien. Il met un casque et commence à écouter mon appel. Ce doit être le négociateur. Mireia le met silencieusement au courant de la situation, lui montrant ses notes sur le comportement et les demandes du suspect. Je continue de parler à mon mari, lui posant des questions sur son enfance et ce qu'il voulait faire quand il serait grand. Ce sont des questions de désescalade standard destinées à humaniser le suspect et à créer un lien, mais c'est horrible d'utiliser ces techniques sur mon conjoint. Pourtant, il s'ouvre vraiment, parlant d'avoir grandi dans la précarité et de voir sa mère cumuler 3 emplois. Il dit qu'il s'était promis de ne jamais connaître ses difficultés. Il dit que la dette n'a cessé de croître et qu'il avait l'impression d'échouer en tout. Je n'ai jamais su qu'il se sentait ainsi parce qu'il ne me l'a jamais dit. Victoire revient avec une bouteille d'eau et la pose à côté de mon café. Elle me serre doucement l'épaule et je sens à quel point elle veut demander ce qui ne va pas. Le négociateur fait un signe de la main, indiquant qu'il est prêt à prendre l'appel.
Mireia s'approche et me demande à voix basse si j'ai besoin de transférer. Je hoche la tête parce que je ne me fais plus confiance pour continuer à faire ça bien plus longtemps. Je tends la main vers le bouton de transfert quand mon mari dit quelque chose qui me fige. Il dit que sa femme est probablement en train de dormir à la maison maintenant, sans aucune idée de ce qu'il fait ce soir. Il a l'air triste en disant cela, presque mélancolique. Il dit que c'est une bonne personne et qu'elle mérite mieux que ce qu'il lui a fait subir. Je réalise qu'il a gardé sa vie secrète complètement séparée de notre mariage. Dans son esprit, je n'étais pas complice. J'étais juste la vie normale à laquelle il rentrait à la maison, le déguisement qui le faisait paraître respectable. Toute notre relation, c'était lui qui m'utilisait sans que je le sache ou que je consente. Mon doigt plane sur le bouton de transfert, mais je ne peux pas l'appuyer. Mireia attend que je passe l'appel au négociateur, mais quelque chose me retient. Je lui dis que je pense avoir établi un lien suffisant avec le suspect et que changer de négociateur maintenant pourrait le déstabiliser. Elle semble incertaine, regardant entre le négociateur et moi. Il hoche légèrement la tête, comme s'il était d'accord que cela pourrait être risqué. Mireia me dit, d'accord, continuez, mais le spécialiste vous guidera. Je sais que je prends cette décision en partie parce que je ne suis pas prête à lâcher ce lien avec mon mari. C'est peut-être la dernière vraie conversation que nous aurons et je ne peux pas encore le confier à un étranger. Le négociateur rapproche sa chaise et commence à écrire des suggestions sur un bloc-notes que je dois suivre. La première note du négociateur dit « Interrogez-le sur son état émotionnel ». Et je retransmets la question à mon mari sur ce qu'il ressent maintenant. Il reste silencieux pendant quelques secondes, puis sa voix revient différente, moins en colère et plus effrayée. Il me dit qu'il ne sait pas comment tout cela a dérapé, qu'il avait juste besoin de l'argent et que maintenant des gens sont en danger et la police est partout. Pendant une seconde, il ressemble exactement à l'homme que je pensais avoir épousé, vulnérable et perdu, et je ressens une terrible envie de le réconforter. Je veux lui dire que tout ira bien, même si je sais que ce ne sera pas le cas. Et je réalise à quel point mon déni sur qui il est vraiment est profond. Le négociateur écrit une autre note, me disant de reconnaître ses sentiments et de le faire parler. Alors je dis à mon mari que je comprends qu'il a peur et que nous pouvons résoudre ça ensemble. Mireia apparaît soudainement à mes côtés et tape sur l'écran de sa tablette. Puis elle écrit sur mon bloc que la BRI est en position à l'extérieur du magasin. Elle souligne les mots « libération des otages » et me regarde avec attente. Je prends une profonde inspiration et demande à mon mari s'il envisagerait de laisser partir certaines personnes en signe de bonne foi. Il demande ce qu'il y gagne et je lui dis que la police peut reculer de l'entrée principale pour lui donner un peu d'espace. Le négociateur approuve cette offre d'un hochement de tête. Mon mari accepte après un moment, disant qu'il laissera partir les 2 clients si les policiers reculent leur voiture. Je ressens une étrange lueur d'espoir, peut-être qu'une partie de l'homme que j'ai aimé est encore là, prenant des décisions rationnelles. Mireia parle à la radio avec les officiers à l'extérieur et je la vois coordonner le retrait sur sa tablette. Mon mari dit à quelqu'un dans le magasin de laisser partir le couple, et j'entends du mouvement et une porte s'ouvrir sur sa ligne. J'ouvre le flux de la caméra de sécurité sur l'un de mes moniteurs et je vois 2 personnes sortir en titubant de la bijouterie, l'air absolument terrifié. Elles courent vers les voitures de police et les officiers les attrapent et les mettent en sécurité. Mon mari revient en ligne et demande si je les ai vus sortir, et je confirme que oui. Ils sont en sécurité à l'extérieur. Le négociateur note sur son bloc que c'est un signe positif et Mireia semble prudemment optimiste pour la première fois ce soir, mais je connais trop bien la voix de mon mari et j'entends quelque chose sous ces mots qu'ils ne peuvent pas percevoir. Il ne se rend pas, il gagne du temps, et je réalise qu'il prépare quelque chose. Sa voix change à nouveau dans les minutes qui suivent, devenant plus calme et concentrée. Le négociateur interprète cela comme un progrès dans la négociation, mais je reconnais ce ton de quand il résout un problème. Cette sorte de détermination dangereuse de quand il a pris une décision sur quelque chose. Il commence à me poser des questions spécifiques sur l'emplacement des voitures de police et si je peux voir l'équipe de la BRI d'où je suis assise. Je réalise avec une horreur croissante qu'il recueille des renseignements pour une tentative d'évasion. Le négociateur écrit « donner des réponses vagues » sur son bloc, mais je suis coincé,
essayant de décider si je dois donner à mon mari des informations précises qui pourraient l'aider à s'échapper ou lui mentir et risquer qu'il fasse quelque chose qui blesserait les otages restants. Je lui dis que la police a encerclé le bâtiment et qu'il devrait se concentrer sur une sortie en toute sécurité, en essayant d'éviter les détails tactiques. Pendant qu'il parle, je commence à remarquer des bruits de fond qui me semblent familiers. J'entends des schémas de circulation et ce qui ressemble à un camion de livraison qui klaxonne en reculant, et soudain je reconnais le quartier. Mon mari a mentionné la rue de la République plus tôt en parlant de son prétendu itinéraire de livraison pour son travail de chauffeur-livreur. Il a décrit exactement ce carrefour plusieurs fois au cours des derniers mois. Je réalise à ce moment-là qu'il surveillait cette bijouterie depuis des semaines, voire des mois, pendant que je pensais qu'il travaillait. Chaque conversation que nous avons eue sur sa journée était un mensonge. Chaque détail sur son travail était un alibi pour planifier des vols. Le négociateur me tape sur l'épaule et écrit une question demandant combien d'otages restent à l'intérieur. Je retransmets cela à mon mari et il me dit qu'il y a encore 3 employés, dont Anaël. Sa voix semble fatiguée maintenant et il mentionne qu'il n'a jamais voulu que quelqu'un soit blessé, il avait juste besoin de l'argent. Je veux lui crier que nous aurions pu parler des problèmes d'argent, que je l'aurais aidé à trouver une autre solution, mais au lieu de cela, je garde mon ton professionnel et je lui dis que je comprends qu'il était dans une situation difficile. Victoire apparaît à mon poste et me tend une note pliée. Je l'ouvre et lis qu'elle demande si je veux qu'elle prenne l'appel car je suis dessus depuis plus d'1 heure. Et le protocole dit que les opérateurs doivent tourner sur les appels à haute tension. Je secoue la tête et froisse la note dans mon poing, incapable de lui expliquer que je ne peux pas lâcher cet appel car c'est peut-être la dernière vraie conversation que j'aurai avec mon mari. Elle me lance un regard inquiet mais n'insiste pas, elle rapproche juste une chaise et s'assoit à proximité au cas où j'aurais besoin d'elle. Mon mari commence à parler de sa camionnette et mentionne quelque chose sur l'endroit où il l'a garée à 2 pâtés de maison du magasin. Je me souviens soudain qu'il m'a dit la semaine dernière qu'il devait se garer loin de notre appartement à cause du nettoyage des rues dans notre quartier. Je réalise maintenant que c'était un mensonge et qu'il mettait en fait en place son véhicule de fuite pour ce vol. Il planifiait cette attaque à main armée pendant que je dormais à côté de lui la nuit. Je pense aux derniers mois et je peux voir une douzaine de petits mensonges et d'incohérences que j'ai ignorés parce que je lui faisais entièrement confiance. Le téléphone de Mireia vibre et elle s'éloigne pour répondre, et quand elle revient, son visage a changé. Elle a reçu la nouvelle qu'ils ont identifié le véhicule du suspect et qu'ils déplacent des unités pour le sécuriser. Je la vois traiter cette information et je sais exactement ce qui se passe. Ils vont vérifier la plaque d'immatriculation et découvrir que le véhicule est enregistré au nom de mon mari. Dans quelques minutes, tout le monde dans cette pièce saura que je négocie avec mon propre conjoint et ma carrière sera terminée. Le négociateur remarque que mes mains tremblent tellement que j'ai du mal à tenir mon stylo. Il se penche et demande tranquillement à Mireia si j'ai besoin d'être relevé de l'appel. Je secoue la tête et refuse de le transférer, même si je devrais probablement. Mon mari parle de son enfance maintenant, me racontant comment son père est parti quand il était jeune et qu'il a juré de ne jamais être pauvre comme sa mère. J'écoute son histoire d'origine comme si nous étions à un premier rendez-vous, apprenant ces choses fondamentales sur l'homme que j'ai épousé pour la première fois. Je réalise que je ne l'ai jamais vraiment connu. Le téléphone de Mireia vibre contre la table et elle le prend, regardant l'écran avant de se lever et de marcher vers le couloir. Je la regarde partir tout en gardant ma voix ferme au téléphone avec mon mari, posant plus de questions sur les otages pour le garder calme. Mes mains n'arrêtent pas de trembler et je saisis le bord de mon bureau pour les stabiliser. Le négociateur assis à côté de moi écrit quelque chose sur son bloc, mais je ne peux pas me concentrer car je regarde vers le couloir où Mireia a disparu. Elle reçoit l'information sur le propriétaire du véhicule maintenant. Dans peut-être 30 secondes, tout le monde dans ce bâtiment saura que je négocie avec mon propre mari depuis plus d'1 heure sans le dire à personne. Ma poitrine se serre et je réalise que je ne respire pas correctement, alors je me force à prendre des respirations lentes pendant que mon mari parle de sa peur. Mireia revient dans mon champ de vision et son visage semble différent. Elle essaie de le garder neutre et professionnel, mais je vois le choc dans ses yeux quand elle me regarde directement. Elle s'approche de mon poste et sa main fait un geste me disant de mettre l'appel en sourdine.
Mon doigt plane sur le bouton silence et mon cœur bat si fort que je le sens dans ma gorge. J'appuie sur le bouton et soudain je n'entends plus mon mari, seulement le bruit ambiant du centre de répartition autour de moi. Mireia se penche près de moi et demande très doucement si je connais le suspect. Sa voix est prudente et contrôlée. J'ouvre la bouche, mais rien ne sort au début. Je ne peux plus lui mentir. Je murmure que le braqueur est mon mari. Je vois son visage changer à mesure que les mots s'enregistrent. D'abord, il y a l'incrédulité, comme si elle pensait avoir mal entendu. Puis le choc quand elle réalise que je suis sérieuse. Ensuite, le professionnalisme prend le dessus et elle se redresse et fait un signe à travers la pièce. Le superviseur de service lève les yeux et elle lui fait signe de venir immédiatement. Le négociateur à côté de moi a entendu ce que j'ai dit et me regarde, la bouche légèrement ouverte. Je sais ce qui se passe. Ma carrière est sur le point d'imploser en même time que mon mariage. Tout ce que j'ai construit s'effondre en temps réel alors que je suis assise à mon poste de travail avec mon mari en attente. Le superviseur de service arrive en quelques secondes et Mireia le prend à part. Elle parle à voix basse, mais je la vois me désigner du doigt, puis le système téléphonique. Il me regarde avec une expression de choc total. Il parle pendant peut-être 20 secondes, puis il se dirige vers mon poste. Il me dit que je dois transférer l'appel immédiatement au négociateur principal et me présenter dans la salle de pause. Sa voix est ferme, mais pas en colère. Je secoue la tête et lui dis que je ne peux pas faire ça. Je supplie maintenant. J'explique que mon mari fait confiance à ma voix et que si nous changeons de négociateur maintenant, alors qu'il est déjà instable, cela pourrait déclencher une réaction violente. Le superviseur regarde Mireia, puis le négociateur. Ils ont cette conversation silencieuse avec les yeux. Le négociateur dit quelque chose sur le rapport et les points de crise. Après ce qui semble être une éternité, le superviseur hoche lentement la tête. Il dit, « Vous pouvez continuer, mais seulement sous supervision directe, et le négociateur guidera chaque mot que vous direz. » J'acquiesce et j'atteins le bouton de sourdine. La voix de mon mari revient et il demande si je suis toujours là, l'air inquiet. Je lui dis que je suis là et que tout va bien. Ma voix sonne presque normale, même si je m'effondre à l'intérieur. Le négociateur glisse sa chaise juste à côté de la mienne et met son casque pour pouvoir entendre les deux côtés de la conversation. Il ne me regarde plus comme un collègue, il me regarde comme un outil qu'il doit utiliser avec précaution. Il écrit sur son bloc en lettres capitales claires et le tient pour que je le lise. Je dois retransmettre ces mots exacts à mon mari sur le fait de se rendre pacifiquement et de faire confiance au processus légal. Je répète les mots dans mon casque et mon mari rit. C'est un son amer et vide qui me fait mal à l'estomac. Il dit que le système ne se soucie pas des gens comme lui. Sa voix est pleine de ressentiment et de colère que je n'ai jamais entendue en toutes nos années ensemble. Je réalise qu'il portait cette colère et que je ne l'ai jamais vu parce que j'étais trop à l'aise dans notre vie de classe moyenne pour remarquer ses luttes. Il parle de la façon dont le système est truqué pour les gens avec de l'argent et des relations, et que les gens comme lui sont simplement écrasés. J'écoute toute cette vision du monde qu'il a apparemment et qu'il n'a jamais partagée avec moi. Le négociateur écrit plus d'instructions, mais j'essaie de digérer que mon mari est en colère et amer depuis qui sait combien de temps et que je n'en avais aucune idée. Mon mari me pose une question directe. Il veut savoir si je pense qu'il devrait faire confiance à la police. Le négociateur écrit oui, option la plus sûre sur son bloc, mais je suis prise entre mon rôle de négociatrice et ma connaissance personnelle de mon mari. Je lui dis honnêtement que se rendre est sa meilleure chance de survie et de revenir un jour à sa vie. Il reste silencieux pendant un long moment et je peux l'entendre respirer. Puis il me demande à quel genre de vie il reviendrait après ça. Je n'ai pas de réponse. Le négociateur écrit autre chose, mais je ne peux pas répondre à la question de mon mari parce que je ne sais pas à quoi ressemblera sa vie. Des années de prison, probablement un divorce, certainement pas d'emploi, pas de maison. Je reste silencieuse et il n'insiste pas sur la réponse. Victoire apparaît à mon poste avec quelqu'un que je ne reconnais pas. C'est un homme en costume qui s'identifie tranquillement comme le représentant syndical. Il se penche et m'informe à voix basse que je suis mise en congé administratif en attendant une enquête sur ma conduite pendant cet appel.
Je hoche la tête pour montrer que je comprends tout en gardant mon mari au téléphone, parlant de ses peurs et de ses regrets. Le représentant syndical explique mes droits et comment se déroulera le processus d'enquête, mais j'écoute à moitié. Je réalise que je suis sur le point de tout perdre. Mon mariage est détruit. Ma carrière est peut-être terminée. Je pourrais même faire face à des ennuis juridiques s'il décide que j'ai compromis l'intervention en ne divulguant pas immédiatement son identité. Le représentant syndical me tend une carte de visite et me dit de l'appeler demain. Victoire me serre l'épaule et je vois qu'elle essaie de ne pas pleurer. Mon mari est toujours au téléphone, parlant de la façon dont il n'a jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Mon mari me pose une autre question et cela arrête mon cœur. Il veut savoir si j'ai une famille. S'il y a quelqu'un à la maison qui se soucie de moi. Il essaie de se connecter avec moi en tant qu'être humain. Je lui dis oui, j'ai des gens qui se soucient de moi. Il dit que c'est bien parce que tout le monde devrait avoir ça. Sa voix semble sincèrement heureuse que je ne sois pas seule. Je suis assise ici à parler à mon mari de si j'ai une famille et il ne sait pas qu'il est ma famille. L'ironie est si douloureuse que je peux à peine respirer. Il s'enquiert de mon entourage alors qu'il détruit nos devis. Le négociateur écrit une autre instruction et je réalise que nous manquons de temps. Le négociateur tient son bloc avec des instructions claires. Je dois essayer une dernière fois de faire en sorte que mon mari se rende. Il écrit que c'est sa dernière chance avant que l'équipe de la BRI n'intervienne. Je retransmets le message aussi doucement que possible. Mon mari reste très silencieux sur la ligne. Je peux l'entendre respirer lourdement comme s'il essayait de prendre une décision. Il demande combien de temps il a. Je lui dis honnêtement que l'équipe tactique interviendra dans environ 5 minutes s'il ne sort pas. Le négociateur approuve d'un hochement de tête que je lui ai donné des informations précises. Mon mari fait un bruit comme s'il réfléchissait intensément. J'attends, et les secondes semblent des heures. Mon mari me dit qu'il va laisser partir les derniers otages. Je ressens une vague de soulagement m'envahir, mêlée d'effroi pour ce qui va suivre. Le négociateur fait signe à Mireia, qui retransmet cela aux officiers sur les lieux. Je regarde le flux de sécurité sur l'un des moniteurs et je vois la porte de la bijouterie s'ouvrir. Anaël sort en courant la première, puis les 2 autres employés courent vers les voitures de police, les mains en l'air. Mon mari est seul à l'intérieur maintenant. Le négociateur écrit sur son bloc que c'est positif et suggère que mon mari se prépare à se rendre. Je regarde l'écran montrant le magasin vide et je le connais mieux que ça. Ce n'est pas une reddition, c'est lui qui vide l'espace des témoins. Je prends une décision qui définira tout ce qui suit. Je dis au négociateur et à Mireia que je pense que mon mari prévoit un acte désespéré, en me basant sur son ton et son choix de mots. Je recommande qu'il retienne l'équipe de la BRI et me laisse essayer de le calmer. Mireia me regarde et je vois qu'elle est partagée entre le protocole et la confiance en mon jugement. Le superviseur de service entend ce que j'ai dit et secoue immédiatement la tête. Il dit, absolument pas. On m'ordonne de faire un dernier appel à la reddition, puis j'aurai terminé. Le négociateur prendra le relais après ça. Je regarde l'écran montrant mon mari seul dans cette bijouterie et je sais que je suis sur le point de le perdre pour toujours. Je me force à parler clairement au téléphone, même si ma voix veut me lâcher. Je lui dis que je sais qu'il a peur et qu'il se sent acculé, mais que sa vie a de la valeur et que des gens seront blessés s'il ne s'en sort pas aujourd'hui. Il rit, et son rire est si triste et brisé. Il dit que personne ne le regrettera. Il n'est qu'un autre raté qui n'a pas réussi à s'en sortir. Je veux crier qu'il me manquera, que je l'aime malgré tout, mais au lieu de cela, je lui dis que la vie de chacun compte et qu'il mérite une chance de réparer cela. Il y a un silence sur la ligne et je peux l'entendre respirer difficilement. Le négociateur écrit quelque chose sur son bloc, mais je ne peux pas quitter des yeux le moniteur de sécurité montrant la bijouterie vide. Mon mari me pose une question qui me fait sursauter. Il veut connaître mon nom. Je me fiche complètement parce que je ne peux pas dire la vérité, mais je ne peux pas non plus mentir à ce moment-là. Ma bouche s'ouvre et se ferme et aucun son ne sort pendant plusieurs secondes. Mireia m'observe attentivement et je vois de l'inquiétude sur son visage. J'arrive enfin à parler et je lui dis que mon nom est le même que celui de sa femme. Il y a un long silence sur la ligne et j'entends sa respiration changer.
Il me demande de répéter et sa voix semble étrange maintenant. Je redis mon nom clairement et je l'entends faire un bruit d'étouffement. Je peux l'entendre faire le lien en temps réel. Il redit mon nom, mais cette fois c'est une question, et je sais qu'il a reconnu ma voix après 1 heure à me parler. Je l'entends faire un bruit comme si on lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Il murmure, « Oh mon Dieu, c'est toi !» Et sa voix est remplie d'horreur et de honte. Je lui dis, « Oui, c'est moi. » Et ma voix se brise complètement. Nous pleurons tous les deux au téléphone et tout le monde au centre de répartition assiste à la scène. La main de Mireia couvre sa bouche et Victoire a des larmes qui coulent sur son visage. Le négociateur semble mal à l'aise mais continue d'écrire des instructions. Mon mari se met à parler vite et tout sort d'un coup. Il s'excuse, s'explique, et me supplie de comprendre. Il me parle de dettes de jeu qui ont échappé à tout contrôle et de prêteurs sur gage qui ont menacé de nous faire du mal à tous les deux. Il dit qu'il leur devait 30 000 € et qu'ils allaient lui faire du mal s'il ne payait pas. Je l'écoute décrire le danger dans lequel j'étais sans le savoir et je me sens mal. Il dit qu'il essayait de me protéger en me gardant dans l'ignorance de tout. Il n'a jamais voulu que je l'apprenne de cette façon et il est tellement désolé. Il ne cesse de répéter qu'il est désolé. Encore et encore. Je lui demande directement s'il m'aime et il y a une pause. Il dit oui, plus que tout. Et c'est pourquoi il ne pouvait pas me dire qu'il nous avait ruinés financièrement. Sa voix se brise quand il dit qu'il ne pouvait pas supporter de me décevoir. Je lui dis que l'amour signifie confiance et honnêteté, et qu'il a détruit les deux en me mentant pendant des mois, voire des années. Je pleure tellement que je peux à peine parler, mais je force les mots à sortir. Il est d'accord et dit qu'il sait que je ne lui pardonnerai jamais. Je réalise que je ne sais pas si je le ferai ou non, car je suis encore en train de digérer que c'est réel. Le superviseur de service apparaît à côté de Mireia et lève 2 doigts. Il me dit que j'ai 2 minutes pour faire en sorte que mon mari se rende avant que l'équipe de la BRI n'envahisse le bâtiment. Je supplie mon mari de sortir les mains en l'air. Ma voix est désespérée et brute. Il me demande si je lui rendrai visite en prison et je lui dis honnêtement que je ne sais pas, mais je lui dis que je sais que je veux qu'il vive. Il dit que c'est suffisant pour l'instant et sa voix semble plus calme. Il me dit qu'il va poser l'arme par terre et sortir. Je regarde le flux de sécurité sur le moniteur et mes mains tremblent. La porte de la bijouterie s'ouvre lentement et mon mari sort, les mains levées bien au-dessus de sa tête. Des officiers de la BRI l'encerclent immédiatement de plusieurs directions. Ils le forcent brutalement au sol et je vois son visage heurter l'asphalte. Quelqu'un met un genou dans son dos et lui tire les bras en arrière. Ils lui mettent les menottes et le relèvent brutalement. Je vois son visage à la caméra juste un instant avant qu'il ne le retourne. Il a l'air brisé, vaincu et plus vieux que dans mon souvenir. Il le pousse dans une voiture de police et je ne ressens absolument rien d'autre qu'un engourdissement. Mireia retire doucement mon casque et ses mains sont chaudes sur les miennes. Elle me dit que j'ai tout fait correctement et que j'ai sauvé des vies ce soir, y compris celle de mon mari. Le représentant syndical est soudainement à mon poste et je ne l'ai même pas vu s'approcher. Il m'escorte jusqu'à la salle de pause avec une main sur mon coude. Il explique que je serai en congé payé pendant qu'ils enquêtent pour savoir si j'aurais dû divulguer la relation plus tôt. Je hoche la tête machinalement car je ne peux pas traiter ce qu'il dit. Victoire m'apporte un café dans la salle de pause et le pose devant moi. La tasse est chaude mais je n'arrive pas à y porter mes mains. Victoire s'assoit à côté de moi et ne dit rien, et je lui en suis reconnaissante car je n'ai pas de mots. Un homme en costume arrive environ 20 minutes plus tard et se présente comme l'inspecteur Renaud. Il est plus âgé avec des cheveux gris et des yeux gentils qui ne correspondent pas à son expression sérieuse. Il s'assoit en face de moi à la table de la salle de pause et sort un carnet. Il me dit qu'il a été assigné à l'affaire de vol et qu'il doit m'interroger sur mon mari et notre relation. Je lui dis tout ce que je sais, ce qui s'avère être presque rien d'utile. Nos finances, les activités de mon mari, si j'ai remarqué quelque chose de suspect. Je dois admettre que j'étais complètement aveugle à tout cela. L'inspecteur est étonnamment doux en posant ces questions. Il ne me fait pas sentir stupide, même si je me sens incroyablement stupide. Je décris notre mariage comme normal et stable et je réalise à quel point cela sonne absurde maintenant.
Il pose des questions sur l'horaire de travail de mon mari, ses amis et ses habitudes. Je réponds, mais chaque réponse révèle à quel point j'en savais peu. L'inspecteur referme son carnet et me regarde avec quelque chose qui ressemble à de la sympathie. Il me dit qu'ils devront perquisitionner notre appartement à la recherche de preuves et je réalise que ma maison est maintenant une scène de crime. L'endroit où je dors, mange et vis va être fouillé par des étrangers. Il propose qu'un officier m'accompagne pour récupérer des affaires essentielles avant qu'il n'exécute le mandat de perquisition. J'accepte parce que j'ai besoin de vêtements et de mon chargeur de téléphone et je ne sais quoi d'autre. Victoire dit immédiatement qu'elle viendra avec moi et j'accepte car je ne peux pas affronter le retour à la maison seule. Retourner à la maison, à la vie que je pensais avoir, mais qui n'a jamais vraiment existé. Le policier nous conduit à mon appartement dans sa voiture de patrouille et Victoire nous suit dans son propre véhicule. Je suis assise sur la banquette arrière derrière la grille métallique et je regarde les bâtiments défiler. Tout semble différent maintenant, comme si je voyais la ville à travers les yeux de quelqu'un d'autre. L'officier se gare devant mon immeuble et m'ouvre la porte. Je sors lentement car mes jambes sont faibles et instables. Victoire s'arrête à côté de nous et sort rapidement. Elle marche vers moi et me prend le bras pour m'aider à atteindre l'entrée. L'officier nous suit, la main posée sur sa ceinture. Nous prenons l'ascenseur jusqu'au 3e étage et je cherche mes clés dans mon sac avec des doigts tremblants. La clé tourne dans la serrure et la porte s'ouvre. Entrer dans mon appartement, c'est comme entrer dans la maison d'un étranger. Les meubles et les décorations familiers semblent étranges et déplacés. Je vois l'ordinateur portable de mon mari ouvert sur le bureau dans le coin. Je me demande quels plans sont stockés sur ce disque dur. Je me demande combien d'heures il a passé à rechercher comment cambrioler une bijouterie pendant que j'étais au travail. L'officier me demande de lui montrer où je dois récupérer mes affaires. Je hoche la tête et me dirige vers la chambre. Victoire reste juste à côté de moi. Je vois la veste de mon mari accrochée près de la porte et je m'arrête. Je me souviens qu'il a mis cette veste avant de m'embrasser pour me dire au revoir au début de mon service. Il m'a dit de passer une bonne soirée au travail. Il m'a souri. Ce baiser, c'était lui qui me disait au revoir avant d'aller commettre un vol à main armée. L'officier se racle la gorge et je recommence à bouger. Dans la chambre, je sors une valise du placard et commence à y jeter des vêtements. Je prends des sous-vêtements et des chaussettes dans la commode. Je prends des jeans et des chemises sur les cintres. L'officier se tient à la porte, observant pour s'assurer que je n'altère pas les preuves. Tout ce que je touche peut être une preuve maintenant. Toute ma vie est une preuve. Victoire va dans la salle de bain et revient avec mes articles de toilette dans un sac en plastique. Elle le pose sur le lit à côté de ma valise. Elle me demande de quoi d'autre j'ai besoin. Je lui dis que j'ai besoin de mes papiers importants dans le classeur. Nous retournons dans le salon et Victoire ouvre le classeur pendant que l'officier observe. Elle sort des dossiers avec mon acte de naissance, mes papiers d'assurance et mes déclarations de revenus. Puis elle ouvre le tiroir du bureau de mon mari à la recherche d'autres documents. Sa main s'arrête et reste très immobile. Elle sort une épaisse pile d'enveloppes et son visage change. Elle la brandit et je vois que ce sont des factures. Des avis estampillés en rouge couvrent les devants. 2e avis. 3e avis. Dernier avis. Victoire les étale sur la table et je vois des factures de cartes de crédit que je ne savais même pas qu'il avait. Les soldes sont énormes. Des milliers et des milliers d'euros sur des cartes au nom de mon mari. Il y a des avis de retard pour des prêts dont je n'ai jamais entendu parler. Des plans de paiement pour des dettes que je ne savais pas que nous avions. Je prends un des relevés de cartes de crédit et je parcours les frais. Des avances de fonds dans des casinos, des sites de paris en ligne, des comptes de paris sportifs. La pression financière sous laquelle il se trouvait me frappe comme un coup physique. Il n'a jamais partagé quoi que ce soit de cela avec moi. Il ne m'a jamais dit que nous nous noyions dans les dettes. Je vois une autre enveloppe d'une agence de recouvrement exigeant le paiement de 12 000 euros. Je réalise que nos finances sont probablement détruites et que je vais devoir gérer ce désordre pendant des années. Victoire pose sa main sur mon épaule et la serre doucement. L'officier demande si je suis prête à partir.
Je mets les factures dans ma valise parce que j'en aurai besoin pour l'avocat du divorce. Je jette un dernier regard à l'appartement. Cet endroit abritait mon mariage et ma vie normale. Et maintenant, ce n'est plus qu'une scène de crime. Nous sortons et l'officier verrouille la porte derrière nous. Il me dit que l'équipe scientifique sera là dans 1 heure pour tout perquisitionner. Victoire me conduit à son appartement de l'autre côté de la ville. Je suis assise sur le siège passager et je regarde les rues familières défiler. Elle n'essaie pas de faire la conversation, elle conduit simplement et me laisse m'asseoir en silence. Nous entrons dans son parking et elle m'aide à monter ma valise à l'étage. Son appartement est petit et confortable avec des centaines de plantes sur toutes les surfaces. Elle m'installe dans sa chambre d'amis qu'elle utilise comme débarras, déplaçant des boîtes et préparant le futon avec des draps propres. Elle m'apporte de l'eau et me dit que je peux rester aussi longtemps que nécessaire. Alors, je m'effondre complètement. Les sanglots viennent de quelque part au plus profond de ma poitrine et je ne peux pas les arrêter. Je pleure tellement que je ne peux plus respirer. Victoire s'assoit à côté de moi sur le futon et me serre contre son épaule. Elle me tient pendant que je me désagrège. Je sanglote pendant des heures. Je ne peux pas dire si je pleure pour mon mariage ou ma carrière ou ma sécurité ou mon sens de la réalité brisée. Peut-être que je pleure pour tout cela à la fois. Victoire n'essaie pas de me faire parler ou de me dire que tout ira bien. Elle reste juste avec moi et me frotte le dos. Finalement, je n'ai plus de larmes. Je me sens épuisée, vide et vidée. Victoire m'aide à enfiler mon pyjama et me borde comme si j'étais une enfant. Je m'endors immédiatement. Quand je me réveille le lendemain matin, le soleil entre par la fenêtre. Je prends mon téléphone sur la table de chevet et je vois que l'écran est rempli de notifications, des dizaines d'appels manqués et de messages de la famille et des amis. Je les parcours avec une appréhension croissante. Tout le monde a vu les nouvelles sur le braquage et l'arrestation. Ma mère a appelé 6 fois. Ma sœur a envoyé 10 messages demandant si je vais bien. Des amis du lycée m'envoient des messages. Des collègues de mon ancien travail avant le centre de répartition me contactent. Tout le monde veut savoir si je suis en sécurité. Ma mère rappelle pendant que je regarde le téléphone. Je réponds et sa voix est frénétique et effrayée, demandant si je suis en sécurité. Je lui dis, oui, je suis en sécurité. Il y a une longue pause. Elle demande où je suis et si les nouvelles sont vraies. Je dois expliquer que oui, les reportages sont vrais et que mon mari est celui qui a été arrêté. Le silence sur la ligne est si complet que je pense que l'appel a été coupé. Puis je l'entends se mettre à pleurer. Elle dit qu'elle vient rester avec moi immédiatement. Je lui dis que je suis chez Victoire et je lui donne l'adresse. Elle dit qu'elle sera là dans 2 heures. Je raccroche et d'autres appels arrivent. Je laisse la plupart aller sur la messagerie vocale parce que je ne supporte pas d'expliquer cette histoire encore et encore. Victoire frappe à la porte et m'apporte du café et des tartines. Je la remercie mais je ne peux pas manger. Mon téléphone sonne à nouveau et cette fois c'est l'inspecteur. Je réponds et sa voix est aimable. Il me dit qu'ils ont fini de perquisitionner l'appartement. Ils ont trouvé de nombreuses preuves de planification, des photos de surveillance de la bijouterie prises sous différents angles, des notes sur le système de sécurité et la position des caméras. Des horaires montrant quand les gardes changent de service. Des cartes de la région avec des itinéraires de fuite marqués. Mon mari planifiait ce vol depuis des mois. L'inspecteur dit qu'ils ont également trouvé des preuves des dettes de jeu et des personnes à qui il devait de l'argent. Il me dit doucement que mon mari a été mis en examen pour vol à main armée, séquestration et violence volontaire. Il est en détention provisoire sans caution car il est considéré comme présentant un risque de fuite. Je demande si je peux le voir. L'inspecteur reste silencieux un moment. Puis il me dit qu'il ne le recommanderait pas, mais que c'est mon choix. Il dit qu'il peut organiser une visite à la maison d'arrêt si c'est ce que je veux. Je lui dis oui. J'ai besoin de voir mon mari en face. J'ai besoin d'essayer de comprendre comment cela est arrivé. Il dit qu'il le programmera pour demain après-midi. Après avoir raccroché, Victoire entre et s'assoit sur le lit. Elle demande si je suis sûre de vouloir lui rendre visite.
Je lui dis que j'ai besoin d'une conclusion, de réponse, ou de quelque chose. Ma mère arrive 1 heure plus tard avec 2 valises et m'enveloppe immédiatement dans ses bras. Elle pleure et me dit à quel point elle a eu peur. Victoire prépare le déjeuner pour nous toutes, que personne ne mange. Ma mère et Victoire essaient de me convaincre de ne pas rendre visite à mon mari en prison. Elles disent qu'il ne mérite pas de me voir après ce qu'il a fait, mais j'ai besoin d'entendre son histoire complète. J'ai besoin de le regarder dans les yeux et de lui demander pourquoi. Le lendemain, l'inspecteur vient me chercher et me conduit à la maison d'arrêt. Le bâtiment est en béton gris et en fil de fer barbelé. Nous passons la sécurité et je dois mettre toutes mes affaires dans un casier. Un gardien m'escorte jusqu'à la salle des visites. La pièce a des rangées de chaises devant des fenêtres avec des téléphones fixés au mur. Je m'assois sur la chaise que le gardien m'indique. J'attends. Puis, une porte s'ouvre de l'autre côté de la vitre et mon mari entre, vêtu d'une combinaison orange. Il a l'air plus petit et plus vieux que dans mon souvenir. Son visage est pâle et il a de profondes cernes. Il s'assoit en face de moi et décroche le téléphone. Il n'arrive pas à croiser mon regard. Je prends mon téléphone et nous nous regardons à travers la vitre. Il commence à parler et toute l'histoire sort. Il me parle de l'addiction au jeu qui a commencé il y a des années. Ça a commencé par des paris occasionnels sur des matchs de football avec des amis. Puis il a commencé à aller au casino après le travail. Puis le poker en ligne. C'est devenu hors de contrôle si vite qu'il ne l'a pas vu venir. Il a emprunté de l'argent à des gens dangereux pour couvrir ses pertes. Il a continué à jouer, pensant qu'il pourrait tout regagner. Les dettes sont devenues de plus en plus grosses. Les gens à qui il devait de l'argent ont commencé à faire des menaces. Ils lui ont dit qu'ils savaient où je travaillais. Et quand je rentrais à la maison, ils ont dit qu'ils me feraient du mal s'ils ne payaient pas. Il était terrifié et désespéré. Il dit que le braquage de la bijouterie était censé effacer ses dettes et nous sauver tous les deux. Il n'aurait jamais imaginé que ce serait moi qui prendrais l'appel. Sa voix se brise en disant cela. Je lui demande pourquoi il ne m'a pas simplement dit la vérité et demandé de l'aide. Il dit qu'il avait honte. Il avait peur que je le quitte si je savais à quel point il avait tout gâché. Je lui dis qu'en mentant, il a garanti que je le quitterais. Il hoche la tête et dit qu'il le sait maintenant. Il demande s'il y a une chance que je lui pardonne un jour. Je lui dis honnêtement que je ne sais pas. Pour l'instant, je dois me concentrer sur ma propre survie. Il dit qu'il comprend. Le gardien nous dit que le temps est écoulé. Mon mari pose sa main contre la vitre. Je ne pose pas la mienne pour rencontrer la sienne. Je raccroche le téléphone et je sors. L'inspecteur me ramène à l'appartement de Victoire. Ma mère attend avec le nom d'un avocat spécialisé en divorce qu'elle a trouvé. Le lendemain matin, j'appelle le cabinet d'avocats et je prends rendez-vous. Je le rencontre cet après-midi dans son bureau du centre-ville. L'avocat, maître Norbert Armand, a la cinquantaine, les cheveux gris et une attitude directe. Il me pose des questions sur mon mariage, mes finances et les dettes de mon mari. Il explique que je dois immédiatement séparer légalement mes finances de celles de mon mari pour me protéger. Les dettes sont uniquement à son nom, ce qui est une bonne chose, mais je dois fermer tous les comptes joints et retirer mon nom de tout ce qui est lié à lui. Il m'aide à déposer une demande de divorce. Nous commençons le processus de démantèlement de ma vie commune, pièce par pièce. Je signe des papiers dissolvant un mariage que je pensais réel. Il est pratique et efficace. Il n'offre aucune sympathie et ne demande pas comment je me sens. J'apprécie cela car je ne supporte pas que les gens soient gentils avec moi en ce moment. Au cours des 2 semaines suivantes, je passe mes journées dans un brouillard. Je reste chez Victoire. Ma mère reste à proximité et essaie de prendre soin de moi. Je rencontre l'avocat 2 fois de plus pour signer d'autres papiers. Je ferme notre compte bancaire joint et en ouvre un nouveau à mon seul nom. Je change tous mes mots de passe. Je notifie les agences de crédit. Je commence à construire un mur entre ma vie et celle de mon mari. Puis, Mireia appelle. Elle me dit que l'enquête sur ma conduite pendant l'appel est terminée.
Le comité d'examen s'est réuni et a examiné tous les enregistrements et rapports. Ils ont déterminé que j'ai agi de manière professionnelle et appropriée tout au long de l'incident. Ils ont estimé que la divulgation immédiate de la relation aurait pu mettre les otages en plus grand danger en rendant la situation instable. Le comité m'a innocenté de toute faute. Mireia dit que j'ai été réintégrée avec plein salaire et avantages sociaux. Je peux retourner au travail dès que je suis prête. Je la remercie mais je dis que je ne suis pas sûre de pouvoir retourner à ce travail. Elle dit qu'elle comprend et que la porte est ouverte si je change d'avis. Je raccroche et je m'assois sur le canapé de Victoire, regardant dans le vide. La semaine suivante, je prends rendez-vous avec une thérapeute qui travaille avec des personnes confrontées à un traumatisme. Son cabinet est dans un immeuble calme du centre-ville avec un éclairage doux et des fauteuils confortables. Je m'assois en face d'elle et j'essaie d'expliquer ce qui s'est passé, mais les mots sortent confus et décousus. Elle écoute sans interrompre, puis elle me dit quelque chose qui m'aide. Elle dit que mon choc et mon engourdissement sont des réponses tout à fait normales à ce que j'ai vécu. Elle explique que je ne perds pas seulement mon mariage, je perds mon sentiment de sécurité et ma confiance en mon propre jugement, tout en même temps. Elle m'apprend des exercices de respiration pour quand la panique frappe et des moyens de gérer les pensées difficiles qui surgissent dans ma tête à des moments aléatoires. Dans les semaines qui suivent, je la vois 2 fois par semaine et lentement, très lentement, je commence à me sentir un peu plus stable. Je parviens à passer des heures entières sans m'effondrer. Je parviens à dormir plus de 2 heures d'affilée. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. Mon avocat appelle 6 semaines après cette visite en prison pour me dire que mon mari accepte une procédure de plaider coupable. Il plaide coupable à toutes les accusations en échange de 12 ans au lieu d'un procès où il pourrait en recevoir 20. Il demande si je veux assister à l'audience de détermination de la peine et je dis oui parce que j'ai besoin d'entendre ce que mon mari a à dire. L'audience a lieu un jeudi matin dans un tribunal gris du centre-ville. Je m'assois au dernier rang avec ma mère d'un côté et Victoire de l'autre. Mon mari est amené, vêtu d'une combinaison orange et de menottes. Il a l'air mince et pâle. Le juge lui demande s'il veut faire une déclaration avant la sentence. Mon mari se lève et sa voix tremble alors qu'il s'excuse auprès des victimes et de moi. Il dit qu'il assume l'entière responsabilité d'avoir brisé nos vies et qu'il est profondément désolé pour la douleur qu'il a causée. Le juge le condamne à 12 ans de prison ferme. Les gardiens emmènent mon mari enchaîné et il me regarde une fois avant de disparaître par une porte. Je réalise que c'est probablement la dernière fois que je le verrai pendant de nombreuses années et je ne ressens rien d'autre que du vide. 2 jours après la condamnation, mon téléphone sonne avec un numéro que je ne reconnais pas. Je manque de répondre, mais quelque chose me pousse à le faire. La voix d'une femme dit bonjour et demande si c'est bien moi. Je dis oui et elle me dit que son nom est Anaël. Il me faut une seconde pour situer le nom, puis je me souviens. C'est l'employé qui s'est caché dans le bureau pendant le braquage. Anaël dit qu'elle voulait me remercier de l'avoir gardé calme cette nuit-là et de lui avoir sauvé la vie. Elle demande si je serais d'accord pour prendre un café et j'accepte, bien que je sois nerveuse à ce sujet. Nous nous rencontrons dans un petit café le lendemain après-midi. Anaël est plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être 25 ans, avec des cheveux foncés attachés en queue de cheval. Elle me parle de ses cauchemars et de sa peur de retourner travailler dans une bijouterie. Elle voit aussi un thérapeute et prend des médicaments contre l'anxiété. Je partage un peu de ce que je traverse et elle écoute. Puis elle dit quelque chose que j'avais vraiment besoin d'entendre. Elle me dit qu'elle ne me reproche pas ce que mon mari a fait. Elle dit que j'ai sauvé sa vie cette nuit-là en restant calme et professionnelle, même si mon monde s'effondrait. Entendre cela de l'une de ses victimes aide à soulager une partie de la culpabilité que je portais. Après avoir rencontré Anaël, je réalise que je dois prendre une décision concernant mon travail. Mireia a appelé tous les quelques jours pour prendre de mes nouvelles et demander quand je pourrais revenir. Je m'assois à la table de la cuisine de Victoire un matin et j'admets à voix haute ce que je pense depuis des semaines. Je ne peux pas retourner à ce travail. Chaque fois que je pense à mettre ce casque, j'ai la nausée. Chaque fois que j'imagine m'asseoir sur cette chaise, je vois le visage de mon mari et j'entends sa voix crier au téléphone. Le travail est lié à la pire nuit de ma vie et je ne peux plus les séparer.
J'appelle Mireia et je lui dis que je démissionne. Il y a une longue pause, puis elle dit qu'elle comprend. Elle me dit que j'étais l'une des meilleures opératrices avec qui elle a travaillé et qu'elle rédigera toutes les lettres de recommandation dont j'aurai besoin. Victoire pleure quand je lui annonce, mais elle dit qu'elle soutient mon choix. Elle sait que j'ai besoin d'un nouveau départ complet, loin de tout ce qui est lié à mon ancienne vie. 3 mois après le braquage, je signe le bail d'un petit appartement de l'autre côté de la ville. C'est un studio dans un immeuble plus ancien, mais il est à moi et seulement à moi. Je peins les murs en bleu clair et j'achète des meubles bon marché dans une friperie. Ma mère m'aide à déplacer les boîtes et à accrocher les rideaux. C'est bon d'avoir à nouveau mon propre espace. À peu près à la même époque, je commence un nouveau travail de bureau dans une association à but non lucratif qui aide les victimes de crimes. Le travail consiste à répondre au téléphone, à aider les gens à remplir des documents et à les mettre en contact avec des avocats et des conseillers. C'est bon d'utiliser mes compétences en gestion de crise sans les déclencheurs de traumatisme du centre d'appel d'urgence. Mes nouveaux collègues, comme Adèle Carrière, sont gentils et ne connaissent pas mon histoire. Personne ne me pose de questions sur mon passé ou sur la raison pour laquelle j'ai quitté mon dernier emploi. J'apprécie l'anonymat et la chance de recommencer à zéro. Je continue de voir ma thérapeute chaque semaine et les séances aident plus que je ne l'aurais cru. Nous travaillons à reconstruire mon sentiment d'identité en dehors du fait d'être une épouse. Pendant des années, je me suis définie en partie par mon mariage et maintenant c'est parti. Elle m'aide à voir que je ne suis pas responsable des choix de mon mari. Elle me dit qu'être trompée et dupée ne me rend pas stupide ou faible, cela me rend simplement humaine et confiante. Certains jours, je la crois vraiment. Certains jours, je me réveille et je me sens bien pour mon avenir. Je commence à aller à la salle de sport et à prendre des cours de peinture le week-end. De petites choses qui sont justes pour moi. 6 mois après cette terrible nuit, ma mère me convainc d'essayer de sortir à nouveau. Victoire m'organise un rendez-vous avec un ami d'un ami et nous nous retrouvons pour dîner dans un restaurant décontracté. Son nom est Dorian. Il travaille dans l'informatique et est parfaitement agréable. Le rendez-vous est étrange parce que je suis rouillée et que je ne suis pas prête pour quelque chose de sérieux, mais c'est bon d'essayer. C'est bon de s'asseoir en face de quelqu'un et d'avoir une conversation normale sur des choses normales comme les films et les projets pour le week-end. Dorian demande s'il peut me revoir et je lui dis, peut-être, j'ai besoin d'y aller doucement. Ma mère et Victoire sont si excitées quand je leur parle du rendez-vous. Elles agissent comme si je venais de gagner au loto. Je réalise que j'ai des gens qui m'aiment vraiment et qui veulent de bonnes choses pour moi. Cela compte plus que je ne le savais. Je suis au travail un mardi après-midi, aidant une femme qui a quitté son mari après des années de difficultés. Elle a peur, est confuse et ne sait pas comment naviguer dans le système juridique. Je la guide à travers le processus d'obtention de mesures de protection et je la mets en contact avec un avocat qui fait des consultations gratuites. Pendant que je lui explique tout, je réalise quelque chose. J'ai trouvé un but dans ma douleur. J'aide sincèrement des gens qui comprennent ce que sont la trahison et la perte. Ma vie ne ressemble en rien à ce que j'avais prévu il y a 6 mois. Je pensais que je serais mariée, travaillant au centre de répartition et vivant dans mon ancien appartement. Au lieu de cela, je suis divorcée, je travaille dans une association à but non lucratif et je vis seule de l'autre côté de la ville. J'ai encore des jours difficiles où je regrette ce que je pensais avoir. J'ai encore des moments où je suis en colère contre mon mari pour m'avoir menti, mais je construis quelque chose de réel et d'honnête maintenant. Je ne suis plus la même personne qui a pris cet appel il y a 6 mois. Je ne suis plus aussi naïve ou confiante. Je suis plus prudente avec qui je laisse entrer dans ma vie, mais je suis aussi plus forte et plus sûre de qui je suis. J'aurais aimé ne pas avoir appris ces leçons de cette façon, mais je ne peux pas changer ce qui s'est passé. Tout ce que je peux faire, c'est continuer à avancer et aider d'autres personnes à faire de même. Commentaire, partager cette histoire avec vous me rappelle une vérité essentielle. Nous ne sommes pas responsables des épreuves que la vie nous impose, mais nous le sommes de la manière dont nous choisissons de nous reconstruire. Le respect de soi commence souvent par le courage de poser des limites claires pour protéger notre paix intérieure. La guérison n'est pas un retour à ce qui était avant, mais la création de quelque chose de nouveau et de plus fort.
Dans les moments les plus sombres, la bienveillance envers soi-même est la lumière qui nous guide. Apprendre à lâcher prise sur ce que l'on ne peut pas changer est une forme de libération. Parfois, nos plus grandes blessures deviennent la source de notre plus grande empathie envers les autres. Chaque jour est une nouvelle occasion de choisir la paix et de se choisir soi-même. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais la valeur de votre propre histoire. Cette histoire vous a plu ? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.